Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, on avait vu que Mark Carney avait repris certaines des propositions du Parti conservateur. Ben là, jour 1 de la campagne, disons qu'il est rentré fort dans l'étal des conservateurs. Une diminution de 1% du premier palier d'imposition. Il l'a annoncé donc hier au lancement de cette campagne électorale. Dans le concret, pour une famille avec 2 revenus, ça peut représenter des économies de 825 $ par année. Il a aussi, bien sûr, fait mention de Donald Trump dans son discours. On sait que Trump sera quand même omniprésent dans cette campagne-là. On dit même que ce sera potentiellement la question de l'urne. À la une du journal ce matin, le Canada en élection. Qui sera face à Trump? Dans le cas de M. Carney, c'est dit prêt à rencontrer le président américain, mais il y a une condition. D'abord et avant tout, le président devra reconnaître la souveraineté du Canada. On sait que les deux ne se sont pas parlé jusqu'à maintenant. Il n'a pas non plus... Ce qui est une nouvelle en soi. Ben oui, je comprends donc. T'sais, les premiers gestes de Mark Carney, ça aura été d'aller en France, voir le président Macron, aller en Grande-Bretagne rencontrer le premier ministre Starmer, le roi Charles III. Mais il n'y a toujours pas eu de discussion avec M. Trump et il n'y en a pas à l'agenda non plus. En même temps... Trump a jamais parlé de Carney. Non, il n'a pas reconnu publiquement son élection. Il l'a pas insulté, mais il l'a pas félicité non plus. Il n'existe pas. Non, pour dans l'instant, son univers, il n'existe dans pas. son univers d'amusement, d'insultes, de tout, là, c'est... Parce que quand tu regardes ses réseaux sociaux, c'est un peu ça, là. C'est comme... c'est un univers où il s'amuse de certains, se moque, insulte, puis tout ça. Carney il n'est pas encore un personnage de son téléroman, là. Pas du moins pour l'instant. Est-ce que ça pourrait changer aujourd'hui ou cette semaine? À suivre. Ce qui est quand même fort pour les libéraux hier, puis il y a une publicité, puis elle joue un peu partout dans les médias, incluant ici à Cube, où les libéraux disent, puis M. Carney hier l'a dit 2 fois dans son discours, les Canadiens sont prêts pour du changement. T'as peu. Changement. C'est toi qui es au pouvoir depuis 10 ans, une décennie au pouvoir. Mais c'est un autre parti libéral, Mario. Ben c'est carrément ça, mais en fait, c'est que ce qui est fort, c'est que personne rit. Je veux dire, moi, je note ça avec amusement, mais le public a acheté totalement l'idée que, ben non, mais c'est un autre, écoute, le Carney, c'est pas pantoute Trudeau, ça va être une autre façon de gérer l'économie. C'est vrai que c'est un autre CV, c'est pas complètement faux, mais tu te dis, mais quand même, comment un parti politique, puis en plus, c'est les mêmes conseillers, là, c'est une bonne partie des conseillers de Trudeau qui sont rendus avec Mark Carney. Alors, comment ils peuvent réussir à vendre l'idée que c'est eux le changement? Le changement, c'est pas Poilievre, Singh ou un autre, là. Le changement, c'est de rester avec le Parti libéral parce que là, il y a un nouveau chef qui, lui, incarne le changement. Un nouveau chef, mais qui a volé le maître chez nous à Jean Lesage. Il l'a fait encore hier. Avez-vous remarqué? Oui, j'ai remarqué. Moi aussi, ça m'a comme... Hop. Mais c'est moi où il y a donc un bon pouvoir de persuasion. C'est capable d'amener ça? Lui a un bon pouvoir de persuasion, mais je veux dire, la machine libérale pour gagner des élections, c'est... Je veux juste vous dire que le Parti libéral gagne tout le temps. Là. Je veux dire, ils ont été au pouvoir... Dans le dernier siècle, au Canada, le Parti libéral est au pouvoir 73 ans. Fait que, c'est comme si... En anglais, il y a un mot qui s'appelle un governing party. C'est-à-dire que oui, tu vis dans une démocratie, mais c'est toujours le même parti qui gouverne, sauf... C'est comme quand il gagne pas, là, ça prend 2 conditions réunies. Il faut que tu aies un chef conservateur qui, mettons comme Stephen Harper qui avait réunifié la droite, Brian Mulroney qui avait uni le Québec avec l'Ouest canadien, là, des leaders extrêmement forts qui créent des conditions du moment, puis que les gens soient ben écœurés des libéraux. Puis une fois ces 2 conditions-là réunies, là, tu as un épisode, le 7, 8, 9 ans, qu'il y a un autre parti qui gouverne. Là. Mais sinon, c'est les libéraux au pouvoir. Et là, on pensait... on pouvait avoir l'impression à Noël que là, les libéraux étaient finis. Ils allaient connaître l'opposition. Mais en l'espace de quelques semaines, pouf, un nouveau parti libéral, c'est plus le même. Ils sont le changement. Pierre Poilievre, hier, qui voulait mettre le Canada d'abord, mais il y a une de ses alliés qui a mis les bâtons dans les roues. Là. Oui, en faisant encore une fois des rapprochements. Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, des rapprochements avec les Américains, Donald Trump. Et là, mais c'est un Pierre Poilievre quand même souriant. On l'a tous remarqué, là, détendu, zen, je sais pas combien de petites camomilles.
on lui demande de prendre. Mais c'est un Pierre Poilievre, c'est souriant, même en entrevue. Je l'écoutais hier avec Paul Larocque. Tu sais, mettons même, tu sais, il y a des fois en entrevue, bien sûr, des questions très difficiles. Pierre Poilievre, tout souriant. Est-ce que le sourire va durer pendant 37 jours? Ça, on verra bien. Mais essentiellement, il a martelé dans son message qu'un gouvernement conservateur allait tenir tête à Donald Trump dans un contexte, donc, de guerre tarifaire, de menaces d'annexion également, veut mettre en place des politiques qui vont favoriser le Canada et non les États-Unis. Mais dans le cas de Pierre Poilievre, c'était vraiment frappant, là. L'espèce d'attitude, le sourire dans la voix. Il est arrivé avec ses enfants. Oui. D'ailleurs, il a mis sur Instagram des photos tout étendu dans l'autobus avec sa conjointe à côté sur lui, les enfants sur leurs genoux, sur leurs jambes, mais vraiment... C'est cute. Oui, vraiment, mais tu sais, très relâché là, dans l'autobus de campagne. Fait que, très Trudeau 2015. T'as raison. Ouais. Jack Metzing, lui, qui a répété son message. C'est un message qu'on entend depuis longtemps, là. C'est-à-dire, le gouvernement est à la solde des ultra-riches, des PDG, des milliardaires. Le gouvernement et Poilievre. D'abord, les deux partis libéraux et conservateurs sont là pour les milliardaires. Oui, et il a ciblé vraiment les milliardaires de la Maison-Blanche, que ce soit, Elon Musk, les autres aussi à la tête là, des grands réseaux sociaux, des conglomérats américains qui gravitent autour de Donald Trump et qui pourraient s'en prendre au Canada. En fait, M. Singh a dit que les Canadiens craignent les impacts de Trump et le fait que les ultra-riches ont complètement pris le contrôle des États-Unis. Et lui, il s'est positionné vraiment comme étant le seul parti qui peut combattre les ultra-riches, le représentant des travailleurs, le représentant de la classe moyenne. Et selon Singh, Mark Carney a passé sa carrière à enrichir les riches PDG sur le dos du monde ordinaire. Et Poilievre veut, lui, couper les services de la classe moyenne pour en donner plus aux milliardaires. Les milliardaires du Canada, Mario, sont donc bien privilégiés, visiblement, dans l'esprit de M. Singh. Mais c'est parce que c'est drôle à dire, mais c'est comme si... tu sais, il parlait des riches quand il a commencé sa carrière, puis là, il parle des ultra-riches. Mais c'est parce que dans la gauche, il y a beaucoup de gauche caviar, là. Des gens, tu sais, mettons, des gens riches, mais tu sais, pas riches comme Elon Musk, mais des gens qui gagnent d'un 6 chiffres, là, une en masse qui votent NPD, là. Tu sais, les profs d'université, pis ça gagne. Fait que, tu sais, ils sont riches. Riches, tout est relatif, là. Ils sont riches pour d'autres, là. Fait que là, c'est comme ils ont adapté leur discours pour dire, là, on parle de nous, on parle des ultra-riches, là. Mais c'est ça, c'est que les ultra-riches au Canada, il y en a quoi? Il y en a 100? Je sais pas, peut-être de 300? Mais c'est tout pour eux autres. Ouais, mais c'est parce que tu ramènes quand même la politique à un petit nombre de gens. Est-ce qu'ils sont trop influents? Est-ce que ce disque-là est usé, Mario? Parce que ça fait des années qu'on entend Singh dire ça. Je sais pas, là. Je sais pas. Mais... sa difficulté à lui, présentement, c'est sûr que c'est l'arrivée de Mark Carney, là. Écoute, j'ai rarement vu un parti perdre autant ses votes. Il a perdu la moitié. Là, tu vas me dire, c'est des sondages, pas du vote, mais il a perdu la moitié de ses votes en 2 mois. Il est même en danger dans son comté. En danger complètement dans son comté. Donc, lui, il joue sa survie, la survie de son parti. Et François Blanchet, lui, qui a lui aussi un message quand même classique, mais sur les priorités du Québec. Oui, parce qu'il ne veut pas que le Québec soit une monnaie d'échange. Il ne veut pas que le Québec soit sacrifié dans une éventuelle négociation avec les Américains. Alors, de la façon que Yves-François Blanchet se positionne, c'est, choisissons le plus grand nombre de députés du Bloc possible pour avoir une voix, pour s'assurer, par exemple, que le bois d'œuvre, que la gestion de l'offre, que la volaille, que notre acier, notre aluminium, que l'aérospatial, ce ne soit pas sacrifié dans une éventuelle négociation avec les Américains. Yves-François Blanchet aussi, je vous le paraphrase un peu, là, concernant justement le vote qui est en mouvance un peu, il dit, moi, j'ai mon filet à papillon. Le vote est dans les airs. Moi, j'ai mon filet à papillon. Il dit, faut pas s'occuper des sondages. Puis je vais m'attraper du vote en passant. Mais on a vraiment voulu se positionner, avoir un angle d'attaque très clair, parce que, puis tu le soulignais avec raison, Mario, quand l'ennemi est à Ottawa, là, le Bloc québécois a une ligne d'attaque claire. Mais quand l'ennemi est à Washington, là, ça change la perspective. Ouais. Ça change la stratégie. Ouais. Puis c'est... comment je dirais ça? Moi, ce que j'ai retenu du message de M. Blanchet hier, je dis pas qu'il est pas logique, son message. Tu viens de l'expliquer très bien, puis ça se tient. Mais il faut que tu l'expliques. L'image que j'ai utilisée à TV hier, c'est un peu comme au pool. Là. Tu dis,
Tu sais, tu fais une balle par la bande, là. Parce que là, tu peux pas la faire direct. Faut que tu la fasses rebondir par la bande. Ça se fait. Mais c'est plus difficile qu'une balle directe. Donc lui, il faut qu'il dise, ben là, moi, je négocierai pas directement avec Trump. Mais celui qui va négocier directement avec Trump, il y a un danger qu'il oublie les priorités du Québec. Fait que moi, il faut que je sois là. Je négocierai pas avec Trump, mais je vais dire à celui qui négocie, hey, laisse pas tomber le Québec. C'est ça que j'appelle un message double. C'est ça que j'appelle un ricochet. C'est un peu plus compliqué. Je dis pas que c'est pas compréhensible, mais c'est un peu plus compliqué. Que de dire, par exemple, quand il y avait le scandale des commandites ou Ottawa qui voulait couper dans la culture, tu sais, le bloc disait c'était écœurant, Ottawa veut nous faire mal, puis Ottawa veut nous couper, puis s'occupe pas de notre culture. Pis, c'était un message direct sur Ottawa, donc ça prend le bloc pour nous défendre. Là. Donc ça va être... mais dans le cas du bloc puis du NPD, la difficulté, c'est qu'à cause de l'arrivée de Mark Carney, les deux entreprennent la campagne dans une baisse de sondage, dans un momentum négatif. Ouais. Et je suis convaincu qu'eux, la première chose, c'est d'arrêter ça. Là. C'est que, tu sais, les premiers sondages de début de campagne, là, dans les 2 premières semaines de la campagne, de pouvoir dire que le déclenchement, les premiers messages, les premières journées de campagne ont arrêté au moins cette espèce d'hémorragie-là. Puis après ça, tu peux construire là-dessus, avoir un bon débat, puis, tu sais, bâtir là-dessus. Il y a eu quand même, si on veut résumer la journée d'hier, il y a quand même la question de la langue qui va se poser parce qu'il y a eu un impair important au point de presse de Mark Carney. Pas un mot en français. Lui a parlé en français, mais dans les questions des journalistes, rien en français. Pas une question en français. On nous a expliqué que c'était un accident. C'était un hasard. C'était premier arrivé, premier... Il y avait juste un micro. Premier arrivé, premier servi. Puis c'est des journalistes anglophones qui sont allés se mettre en ligne les premiers. Puis là, quand je pense que la première francophone était 7e, puis il y a juste eu du temps pour 5 ou 6 questions. Elle n'a jamais pu poser sa question. Fait que t'as fait juste des questions en anglais, que c'était un accident. Finalement, il y a une journaliste du Devoir qui a commandé, ça n'a pas de bon sens, pas de questions en français. Et M. Carney a eu le réflexe de l'accorder en disant, mais c'est jamais arrivé, là. Toutes les gens qui ont de l'expérience en politique fédérale, depuis des décennies, c'est jamais arrivé à un point de presse où, à un poil près, à la fin qu'on l'a sauvé, là, tout allait se passer en anglais. Parce qu'on n'est pas sûr que M. Carney comprend les questions en français. Parfois, il faut les répéter en anglais. Des fois, il faut les répéter en anglais. Et hier, ça convenait quand même vraiment bien pour lui parce qu'il a quand même, lui, 1 ou 2 fois, il a traduit des petits bouts de réponses. Il a donné des petits bouts de réponses en français pour les journalistes, pour donner du matériel aux journalistes francophones. Les libéraux nous jurent que c'est un accident et un hasard. Moi, je me dis, la conférence de presse la plus importante quasiment de la campagne, là, ça a bien fait pour... Est-ce que c'est l'habileté des organisateurs qui ont patenté leur affaire avec certains journalistes un peu sympathiques? Ou est-ce que vraiment, c'est vrai que la vie fait parfois des hasards? Je peux pas me prononcer, là. Non. Mais tu parles... Mais ça tombait bien en tabarouette pour M. Carney hier. Mais je vais rebondir là-dessus sur ce que tu dis quant au français de M. Carney. Vendredi soir, j'ai écouté son point de presse à la suite de la rencontre des premiers ministres à Ottawa. Vous allez me dire que j'ai un vendredi soir tranquille, effectivement. mais on voyait toute la différence, là. Surtout en fin de journée, M. Carney avait une grosse semaine. On le sentait très fluide dans les questions en anglais, mais lorsque c'était des questions en français qui sortaient, par exemple, de ses lignes préparées, là. Lorsque nos collègues journalistes le sortaient de ses lignes, le déstabilisaient, oh boy, OK, là, il y avait un délai, là. Des fois, il y avait des 3, 4, 5 secondes. Il cherchait des mots. Il y avait un silence. Moi, c'est l'événement d'Iqaluit, là, où on lui a posé des questions sur ses avoirs personnels. Est-ce qu'il allait les mettre en fiducie? Puis il a répondu sur les finances du Canada. Il s'est mêlé entre ses finances personnelles, les finances du Canada. Puis là, le journaliste a dû répéter la question en anglais. Tu dis, OK, ça, en campagne électorale, ça ira pas bien, là. Imagine, tu es en campagne électorale, tu comprends pas bien la question, tu réponds d'autres choses, puis là, ta réponse va devenir absurde, là, mais là, après ça, tu vas être obligé de justifier, OK, mais j'avais mal compris la question. On l'a tous dit, là, son français, on le comprend, mais il est vraiment sur la ligne. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent parce que les gens aiment M. Carney, puis ils trouvent ça pas correct, puis son français, il fait des efforts. Et là, à ces gens-là, je dis, excusez-moi, là. Excusez-moi, sur celle-là. Tu veux avoir la plus grosse job au Canada. Tu veux avoir la plus grosse job au Canada. T'es riche. T'as un moyen d'embaucher tous les tuteurs, cours de langue, n'importe quoi, là. Tu peux le faire. Depuis 2-3 ans, là. Moi, je suis obligé de conclure que si tu l'as pas fait, c'est parce que tu trouvais pas ça important. Et tu vises d'être premier ministre, là. Puis
Tu sais que dans les conditions d'embauche, dans ton CV, on va te demander de maîtriser un peu les 2 langues officielles du pays. Moi, ça me déçoit. C'était le gala des Oliviers hier. Oui, il y avait beaucoup de galas en même temps. On a remis 11 statuettes. Puis la personne qui est repartie avec l'Olivier de l'année, c'est la drag queen Mona de Grenoble avec son spectacle De la poudre aux yeux. Voici son remerciement. Non, je pensais, la nomination, pour moi, c'était un prix parce que ça fait 4 secondes que je fais de l'humour, c'est un creux. J'étais nommé aux côtés de légendes que je respecte et j'admire avant même de faire du stand-up. Fait que, merci, bravo. Merci au public. C'est le public qui a voté. Merci une chance, je vous ai. Mais sacrément, vous... C'est effectivement une catégorie votée par le public. Spectacle de l'année, c'est Rosalie avec son 2e spectacle solo MILF. Et dans la découverte de l'année, j'avais envie de vous présenter les remerciements de Mégane Brouillard. C'est elle qui, avec Chien Dent, s'est démarquée. C'est un super spectacle. Puis j'ai trouvé que ses remerciements aussi étaient bien écrits parce que c'est pas le cas de tout le monde là, qui remercie leur père, leur frère, leur chien, leur mère. Mais elle a vraiment bien fait ça. J'aimerais ça dire merci à ma famille, merci à mes parents qui sont ici ce soir, ils ont payé leur billet, désolé. J'aimerais ça leur donner l'Olivier, mais c'est en cuivre ça, puis j'ai peur que mon père leur vende au fer. Merci à ma mère, je prends le temps de la remercier parce qu'elle était fâchée quand mes frères la pointaient pas après un but puis oui B. Merci maman. Et à toutes les jeunes filles qui regardent ce soir, que t'aies envie de devenir joueuse de hockey, pompière, électricienne ou humoriste, ça te regarde toi puis c'est tout. Tu vas pas être bonne parce que t'es une fille, tu vas être bonne toi. Merci. Wow! Ouais, c'était vraiment bien hier. Pas trop long, bing bang, taf! Direct d'un dent. On aime ça. Puis j'aime ça. Elle est extraordinaire, cette fille-là. Elle a une certaine confiance en elle, tu sais, qui rend authentique. Puis du mordant, je pense que oui. 25 ans. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est Guillaume Pinault qui a remporté texte de l'année. Premier Olivier pour Guillaume Pinault quand même. Et c'est Marthe Laverdière qui a vendu le plus de billets. Ça m'a surpris, j'avoue, parce qu'il y avait des gros noms dans la catégorie. On pense à Laurent Paquin. Laurent Paquin qui était nommé 5 fois, qui n'a pas eu de statuette. Mais il y a un texte là-dessus dans le journal ce matin là, sur le fait qu'il n'est pas gâté par les Oliviers, lui. Malgré sa carrière incroyable. Puis Crocodile Discret, le nom de son show, moi, j'ai bien aimé ça. Là. J'ai trouvé que ça avait été bien fait. Donc, j'ai été surprise quand même de ça. Et finalement, c'est Corinne Côté qui animait. Ça a été un gala correct. Là. C'était bien. Ça a été propre et poli. Mais j'ai pas trouvé qu'il y avait rien de catastrophique. Il n'y a rien qui me dit « Waouh, ça va passer à l'histoire ». Mais ça a été, somme toute, bien. Voici un petit extrait de son numéro d'ouverture. Ça a déjà passé proche. Par exemple, que j'anime. J'ai été le backup de François Bellefeuille les 2 ans qu'il l'a fait. Puis ça, un backup, c'est quelqu'un qui est rémunéré pour remplacer l'animateur s'il arrive de quoi. Donc, j'étais payée pour attendre que François meure. Exactement comme les autres actionnaires du bordel. Ça me fait rire. Elle parlait de contrôler le message aussi parce qu'elle trouvait que les médias écrits utilisaient toujours des photos LED d'elle, puis elle a fait un sketch là-dessus. C'était bien drôle. Semaine importante pour le Canadien. Oui, 4 matchs cette semaine. Mardi à Saint-Louis contre les Blues, jeudi à Philadelphie contre les Flyers, vendredi en Caroline contre les Hurricanes et dimanche en Floride contre les Panthers. C'est une semaine importante parce que... Et difficile. Et très difficile. Oui, c'est à 3 sur 4, c'est l'élite de la Ligue. Là. Ah, tout à fait, t'as entièrement raison. Les Flyers traversent une période difficile, mais tu regardes les Blues, les Hurricanes puis les Panthers, ça va très, très bien. En fin de semaine, je pense qu'on a été plusieurs à être vraiment sur le bout de notre siège à la fin du match parce que contre l'Avalanche, ça a très, très mal parti. C'était 3-0 Avalanche en 2e période. Puis là, Slav marque 3-1. Puis là, en 3e période, le Canadien revient de l'arrière. Un but de Roy, un autre but de Slav. Dvorak fait 4-4. Puis là, on se dit, ça se peut pas. Quelle résilience. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Le Canadien l'a échappé. Tir de barrage, en tir de barrage, 5-4 finalement, mais quand même. Si bien que le point qu'on est allé chercher en fin de semaine nous garde quand même dans la course, nous garde au 8e rang. On commence la semaine d'insérie avec 75 points. Les Rangers sont un petit point derrière avec 74.